Alors, le moteur synchrone. Donc, dans sa version la plus simple, le moteur synchrone se présente comme ça. C'est-à-dire qu'au rotor, on va mettre un aimant. Donc là, je vais mettre un petit aimant. Voilà. Et l'idée, eh bien, c'est de soumettre cet aimant à un champ magnétique qui tourne. Alors, ce sera peut-être mieux si je filme du dessus. On va se mettre là. Voilà, comme ça, vous verrez mieux. Je pense. Donc ici, j'ai l'aimant. Je mets l'aimant ici sur une plaque transparente. Donc là, on a tendance à se balader. Et qu'est-ce que je vais faire dessous? Je vais mettre un... Ah, là, c'est une impulsion là. Je mets un aimant dessous qui crée un champ magnétique. Et on voit que si je fais tourner le champ magnétique, eh bien, le petit aimant du dessus suit le champ tournant. Voilà, alors il le suit, il peut faire des oscillations, comme je vous ai montré avec l'aiguille de boussole en TD, mais c'est ça le principe. Alors pour faire du champ magnétique tournant, qui tourne un peu plus vite, je vais prendre, je vais mettre en interaction cet aimant avec son alter ego, c'est-à-dire voilà, un aimant vert ici, et pour le faire tourner, je peux le faire tourner comme ça. Et pour le faire tourner, qu'est-ce que je vais faire? Alors, on voit, il y a le pôle nord en face du pôle sud, et le pôle sud en face du pôle nord, pas de problème. Et qu'est-ce que je vais faire là? Eh bien, je vais alimenter la perceuse pour faire un champ tournant un peu plus rapide. Alors, voilà, je suis un peu mieux organisé, donc le petit aimant, je le mets là. Et là, je vais approcher mon champ tournant par-dessous, avec la perceuse qui tourne, et je vais regarder ce qui se passe. Et là, on voit que ça marche pas bien. Voilà, il a presque tendance à tourner. Alors, je vais augmenter un peu la tension, je vais faire tourner un peu plus vite la perceuse. Voilà, et vous voyez que en fait, ça marche pas. Voilà. Alors pour que ça puisse marcher, en fait, il faut que j'arrête la perceuse, comme ça, donc j'arrête avec mon doigt, je mets les deux aimants d'interaction, et ensuite je fais démarrer la perceuse. Voilà. Les deux aimants sont en interaction. Voilà, je lâche l'interaction, lui il continue sur son élan, et il va s'arrêter, hein. Mais longtemps, là, il s'arrête. Voilà. Donc en fait, si j'amène le champ tournant comme ça tout de suite à pleine vitesse, ça démarre pas. Il faut que je le ralentisse, que je mette les aimants en interaction, et ensuite je lâche la perceuse. Alors là, attends qu'il s'arrête, voilà. Alors là, vous êtes en train de comprendre pas mal des choses, c'est que ce genre de moteur, eh bien, c'est un moteur qui va être très capricieux pour le démarrage. En fait, il pourra même pas, voilà, on va voir qu'il aura des problèmes pour démarrer. Alors celui qu'on va faire maintenant, eh bien, ce qu'on va mettre, c'est pas ce petit aimant là, mais on va mettre cet aimant là. Voilà, que je vais vous mettre ici. Donc ça va être le rotor. Voilà, donc au rotor, je vais mettre lui. Et ensuite, pour faire le champ tournant, eh bien, je vais pas mettre seulement deux bobines comme ça, je vais en mettre trois. Décalées à 120 degrés, je vais mettre la troisième, on va commencer par ça. Donc celle-ci, je la mets non pas ici, mais ici, à 120 degrés. Et puis la troisième, elle est où? La troisième bobine, le troisième pôle, comme ça. Alors ça, c'est un moteur à 3 pôles. Bon, dans les moteurs industriels, en général, on met pas un seul pôle, on met une paire de pôles là, une autre paire de pôles là, une autre paire de pôles là, et on dit qu'il y a 3 paires de pôles. Mais c'est comme tout à l'heure, ça peut aussi fonctionner à un pôle par phase et non pas une paire de pôles par phase. Alors pourquoi par phase? C'est qu'ensuite ces 3 bobines là, eh bien elles vont être pôle nord à tour de rôle. On va s'arranger pour qu'elles soient pôle nord à tour de rôle, pour que le pôle sud qui est ici, un coup il soit attiré par là, et puis quand il arrive là, après il est attiré par celle-là, qui devient pôle nord, et puis après celle-là, etc. Et en fait, ces bobines-là, voilà, vont être alimentées par ce qu'on appelle une tension triphasée, qui font que, eh bien globalement, elles vont créer ces 3 tensions, ces 3 courants triphasés dans les bobines vont créer un champ magnétique tournant au niveau du rotor, et le rotor va suivre ce champ magnétique. Donc ce que je vais faire maintenant, je vais vous présenter le triphasé. D'abord. Donc ça, on va laisser de côté pendant pas longtemps. Alors le triphasé, on va utiliser un triphasé qui est le triphasé du réseau électrique, puisque le réseau électrique est en triphasé en fait.
Et en triphasé, en fait, comment ça se présente? Un réseau électrique en triphasé. Alors vous allez peut-être pas bien voir, mais je vais vous montrer là, voilà. Donc là au fond, on va baisser la caméra. Vous voyez toujours pas, mais c'est pas grave, on va y arriver. Voilà. Voilà, là au fond, vous avez un système de 4 bornes ici. Et en fait, dans ces 4 bornes, eh bien, il y a un réseau triphasé. Voilà, ah, vous voyez pas, il y a une borne bleue aussi là. Voilà, vous voyez. Okay. Au fond, voilà. Les 4 bornes qui sont là, puisque je vous les zoome, je vais avoir du mal à être stable. Voilà. Donc la borne bleue du haut, ça va s'appeler le neutre, c'est la référence de toutes les tensions triphasées produites par le réseau. Et les 3 en dessous, eh bien, c'est pour les 3 potentiels qui vont être reliés au sinusoïde triphasé. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir, avec ce réseau, on va avoir 3 tensions. La tension entre la première borne noire et puis la borne bleue en haut, et puis la deuxième borne noire et la borne bleue, et la troisième borne noire et la borne bleue. Alors pour que vous voyez l'allure de ces 3 tensions, ben, je vais toutes les brancher sur l'oscilloscope qui est au-dessus, là. Ici, voilà. Et on regardera ensuite les traces que ça fera sur l'oscilloscope. Voilà, ben, ce que je vais faire, je fais le branchement, et je remets la vidéo juste après. Voilà, donc là je viens de faire le câblage, alors je vous montre un peu à quoi ça ressemble. Hein. Donc par-dessous là-bas, eh bien, j'ai relié les 3 fils rouges aux 3 phases et le fil bleu au neutre. Voilà, la source est éteinte, c'est avec le bouton noir là qui est à gauche que je la mettrai en marche. Et puis sur l'oscilloscope, donc comme elle est éteinte, pour le moment sur l'oscilloscope, on pourrait penser qu'on aurait dû avoir 0, mais en fait on a un peu n'importe quoi, parce qu'il y a un peu de tension parasite. Voilà. Alors je vais mettre sous tension, donc je vais tourner le bouton noir. Voilà. Et avec la manette qui est dessous, je vais régler le niveau de tension, je vais le monter un petit peu, voilà, pas trop parce que ça sort de l'écran. Et là on voit, eh bien qu'est-ce qu'on voit? Alors si je ralentis le temps, voilà, on voit 3 sinusoïdes. Tiens, normalement elles devraient toutes avoir la même taille. Bon, la bleue est un petit peu plus petite, mais ça dépend du réglage de la manette. Voilà. Ça dépend un peu des réglages. Voilà, là c'est pas mal. On va enlever les curseurs, j'en veux pas. Voilà. Et là, donc, ça, c'est les 3 sinusoïdes du triphasé. Allez, on va même zoomer là-dessus maintenant, puisque le reste, à la limite, c'est pas très intéressant. De toute façon. Voilà, très bien. Donc, les 3 sinusoïdes sont là. Et alors, on voit qu'est-ce qu'elles ont comme propriété. Donc, elles ont toutes la même taille. Hein, mais elles sont toutes centrées sur 0, mais elles sont décalées dans le temps. Et elles sont décalées de combien? Alors on vous demande de mesurer le déphasage. Ben, vous voyez le déphasage, si on le fait en nombre de périodes, ça, de la crête à la crête, c'est une période. Ben, je coupe en 2 tiers, 1 tiers. Le décalage entre 2 sinusoïdes, c'est 1 tiers de période. Alors comme une période, c'est considéré comme un tour de cercle trigo, hein, de là à là, eh bien le déphasage, si on l'exprime en angle, enfin en tour déjà, ben, c'est 1 tiers de tour de cercle trigo, et si on dit que le tour complet c'est 2π, eh bien là le déphasage c'est 2π sur 3. Et si on dit que le tour complet du cercle trigo, ben, ça correspond à un angle de 360 degrés, eh bien le déphasage c'est 360 divisé par 3, c'est donc 120 degrés. Donc toutes ces sinusoïdes, on peut dire qu'elles sont toutes déphasées les unes par rapport aux autres de 120 degrés. Alors pourquoi ça va être intéressant pour notre moteur, cette chose-là? Eh bien parce que on voit que cette sinusoïde va passer par son maximum, et puis il faudra attendre un petit peu pour que ça soit la violette, et puis après un petit peu pour que ça soit la jaune, ça reviendra à la bleue. Eh bien ça, souvenez-vous, c'est la logique que je vous ai dit. Mettons que quand la sinusoïde est sur son maximum, ben, la bobine qui est correspondante devient pôle nord. Eh bien ça veut dire que la première bobine sera pôle nord, puis après c'est la deuxième, et puis après la troisième. Donc je reviens sur mes bobines, comme je vous l'avais décrit ici, voilà, qui sont là. Donc je vais les alimenter avec ces sinusoïdes triphasés. Et celle-ci sera pôle nord, puis après ça sera celle-là, puis celle-ci, alors si je câble dans le bon sens, ça fera ce sens de rotation pour le champ tournant. Si c'est l'inverse, pôle nord là, ensuite pôle nord là, bah, ça fera un sens de rotation dans l'autre sens. Voilà, bah, ce que je vais faire maintenant, c'est au lieu d'envoyer les sinusoïdes sur l'oscilloscope, je vais les envoyer sur les bobines, et puis on va regarder ce que ça fait, et notamment si ce moteur va vouloir démarrer ou pas. Voilà, et bien à tout de suite. Voilà, alors j'ai pas fait le câblage encore, mais il est pas loin, donc il est là. Ce que je vais faire, je vais mettre hors tension là-bas. Voilà, et c'est pour vous montrer comment on fait ce câblage là. Alors, ce que je vais faire, bah, les 3 phases qui sont là, voilà, j'ai des branches, et je vais les mettre sur une sur la bobine en haut, l'autre phase
sur la bobine en face, et je mets bien sur les bornes blanches, pour que ce soit la même polarité de branchement sur les 3 phases. Voilà un peu ce que ça donne. Et après, il faut que, bah là, pour le moment, il passera pas de courant dans les bobines, puisqu'il n'y a rien sur les bornes noires, des bobinages, mais maintenant je vais mettre sur les bornes noires, donc le neutre, voilà, le fil bleu. Et il me faut d'autres neutres aussi ici, puisque il faut amener le neutre sur les 3 autres bobines. Alors je vais faire comme ça, voilà, je prends comme ça, et je renvoie sur la noire, la borne noire ici. Et encore un fil de neutre, donc, que j'ai fait en bleu, voilà. Les phases en rouge et les neutres en bleu, comme dans les installations électriques. Voilà, et là j'ai pas tout à fait fini le câblage, parce que ensuite quand je vais mettre sous tension, bien j'ai besoin de pouvoir contrôler le courant qui va passer dans les bobines. Et donc ce que je vais faire, au moins dans une des 3 bobines, donc dans cette bobine là, eh bien le courant dans la phase, je vais lui faire passer, je vais faire un détour dans la partie ampère-mètre de ce multimètre. Donc je rentre par la borne A ici, je sais pas si vous voyez. Voilà. Dans la borne A en bas. Et ensuite je vais ressortir par la borne comme, et j'aimerais bien un fil rouge que je vais piquer ici. Là. Donc je ressors par le com, je rentre ici dans la borne de ma bobine, et je vais dézoomer un petit peu quand même, voilà. Et je mets, donc faut que je mette en ampère-mètre l'appareil, et en AC, puisque c'est du courant alternatif qui va circuler, c'est de la sinusoïde en fait. Voilà. Bon, normalement le câblage est bon. J'étais parti d'une petite tension, je peux la mettre, voilà, je mets à 0, je mets sous tension, et j'espère avoir du courant. Alors je suis un peu inquiet, il n'y en a pas du tout là, alors je sens que un peu de vibration dans les bobines, donc c'est sûrement, j'ai le fusible de l'ampère-mètre qui est grillé. On va le changer, puisqu'il passe pas de courant, ça me paraît pas très normal. Voilà, donc il faut que je change. On va essayer comme ça. Donc le fusible est là. Ah effectivement, il est grillé. Alors est-ce qu'on a un fusible de rechange? Oui. Fait. Voilà, on met le fusible de rechange. Parfait, et là on voit qu'on a 1,5 ampères efficace qui passe dans la bobine. Donc normalement il ne faut pas trop dépasser 2 ampères efficaces. Allez, on va monter à 2. Alors je sais pas si vous entendez, mais en fait le rotor, il tourne pas. Et là, je vais vous montrer. Voilà, rien ne tourne. Par contre, on l'entend vibrer. Voilà. On l'entend vibrer. Alors pourquoi il vibre? Eh bien parce qu'il est soumis à un champ tournant. Mais ce champ tournant, eh bien, il fait un certain nombre de tours par seconde. En fait, comme le réseau électrique est en 50 Hz, 50 périodes par seconde, ça veut dire que le champ tournant tourne à 50 tours par seconde. Donc c'est quand même assez élevé. Et ça, c'est trop rapide pour que l'aimant là arrive à accrocher ce champ tournant. Donc en fait, il ne fait que vibrer là, l'aimant. C'est pour ça que ça fait du bruit. Et souvenez-vous, c'est comme quand on avait la petite perceuse qui tournait là, et qu'on l'amenait avec l'aimant qui tourne à toute vitesse, et on voyait que ça n'arrivait pas à entraîner l'aimant qui était au-dessus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit? C'est un moteur qui, pour le moment, n'arrive pas à démarrer. Voilà, c'est ce qu'on peut dire en première conclusion. Ce moteur n'arrive pas à démarrer. Alors, quand c'est comme ça, eh bien, on va abandonner temporairement le moteur synchrone. Et on va changer par le moteur asynchrone, parce que le moteur asynchrone, lui, il a le bon goût de démarrer tout seul. C'est un moteur qui va être capable de faire de ce qu'on appelle du démarrage direct, c'est-à-dire on branche sur le secteur et il démarre tout seul. Pour faire ça, c'est pas compliqué, je change ce rotor là, qui est un rotor aimant permanent, et je mets le rotor du moteur asynchrone, ou aussi dit moteur à induction. Alors ce qui se joue dans ce moteur, c'est assez... Voilà, il tourne déjà, vous voyez, et là je le mets, il tourne comme ça, et vous voyez, bon, il y a un sens de rotation qui est comme ça. Voilà. Alors je vais essayer de vous le montrer un peu mieux, si je peux. On va... bon.
Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce rotor? Quand je veux dire ce qu'il y a, en gros, il y a deux anneaux de cuivre ici, reliés par des barres de cuivre qu'on voit pas, qui sont à l'intérieur du métal gris ici. Voilà. Qui forment ce qu'on appelle une cage conductrice. Voilà. Et tout ça est noyé dans de la ferraille. Et ce qui se passe, eh bien, c'est que quand on soumet ce rotor-là à un champ tournant, donc là, il y a un champ magnétique qui tourne à 50 tours par seconde, eh bien, ça fait du champ magnétique variable qui induit de la tension, puis du courant, qui circule dans cette cage en cuivre qui est à l'intérieur, un courant qui a tendance à faire des tours comme ça, voilà, par exemple qui tourne comme ça, hein, qui remonte par voilà, oui c'est ça, qui tourne, qui passe par l'anneau, etc., et puis qui passe d'un côté à l'autre, voilà. Et quand on fait ça, eh bien le courant qui circule, qui est induit justement dans le rotor, interagit avec le champ magnétique qu'il a créé, et ça crée un couple moteur. Voilà. Alors on va laisser partir ce moteur, on va regarder à quelle vitesse il va se stabiliser en rotation. Donc là il est à peu près stabilisé, il va à 2700 tours minute. Est-ce que c'est la vitesse du champ tournant, c'est 2700 tours minute? Ben non, en fait c'est pas tout à fait ça, parce que le champ tournant, lui il tourne à 50 tours par seconde. Et 50 tours par seconde, eh bien si on le fait à la minute, ça fait 60 fois plus, et 50 fois 30, ça fait 3000 tours minute. On voit que ce moteur tourne un petit peu moins vite que le champ tournant. Et bien ça, c'est ce qui lui vaut son nom de moteur asynchrone. C'est parce qu'il tourne un peu moins vite que le champ tournant. Ouais. Et en fait, c'est nécessaire parce que si jamais il tournait à la vitesse du champ tournant, eh bien le rotor, au lieu de voir un champ magnétique variable, il verrait un champ magnétique fixe puisqu'il tournerait à la même vitesse. Et s'il voit un champ magnétique fixe, puisque le rotor et le champ tournent à la même vitesse, donc les deux sont fixes l'un par rapport à l'autre, et bien si le champ magnétique est fixe, et bien il n'y a plus de phénomène d'induction, il n'y a plus de courant en rotor, il n'y a plus de couple. Voilà, donc ce moteur, pour fonctionner, par principe, il a besoin de tourner moins vite que le champ tournant. Alors en pratique, il tourne un peu moins vite, là il tourne 10% moins vite. Dans les moteurs asynchrones plus classiques, il va tourner seulement 3-4% moins vite, peut-être 5-6, allez 5-6% moins vite. Voilà, parce qu'en fait, plus il tourne lentement par rapport au champ tournant, plus le rendement de ce moteur est mauvais. Donc en général, on essaye de soigner le rendement et faire en sorte qu'il tourne très proche de la vitesse dite de synchronisme, c'est-à-dire la vitesse du champ tournant. Voilà. Alors la question qu'on peut se poser maintenant, c'est comment faire pour changer le sens de rotation de ce moteur. Voilà, alors j'ai juste changé le point de vue de la caméra. Hein. Là, vous avez le moteur qui tourne assez vite. Et ce que je vais faire, donc pour changer de sens, donc là je ne sais même pas si vous avez vu dans quel sens il tourne d'ailleurs. On va regarder ça. Pardon, c'est pas ça que je vais faire. Voilà. Je le sors du champ tournant, je le freine avec les doigts comme ça. Voilà, vous voyez dans quel sens il part là? Il part comme ça. Hein. Voilà. Eh bien, ça c'est parce que on a alternance pôle nord, pôle nord, pôle nord comme ça. Eh bien, si on veut changer le sens de cette alternance, il suffit de permuter deux phases, c'est-à-dire deux fils rouges ici. Donc, par exemple, je débranche celui-là et je mets l'autre ici à la place. Voilà. Et cette fois, vous voyez le rotor qui part dans le sens. Voilà, donc ça change le sens du champ tournant. Ensuite, il y a des petites questions auxquelles il faut que vous puissiez répondre. Donc il y a une question importante, c'est savoir si on peut ralentir ce moteur sans l'arrêter, en le faisant forcer. Donc pour le faire forcer, je vais le freiner un petit peu. Vous voyez là, il tourne à 2720 tours. Regardez, je le fais forcer un petit peu. Voilà. En faisant frotter avec mon pouce, et vous voyez qu'il ralentit, il va à 2200 tours, 2000 tours. Voilà. Et si je le lâche, il reprend sa vitesse. En tous les cas, on peut le ralentir sans l'arrêter, il n'y a aucun problème. Il redémarre spontanément. Ce qui ne sera pas le cas du moteur synchrone qu'on va reprendre tout à l'heure. Voilà, donc là vous avez vu pour le moteur asynchrone. Et maintenant on va refaire une tentative avec le moteur synchrone. Donc le moteur synchrone, ça se fait avec ce rotor là. Donc maintenant on va mettre ce rotor là. Mais pour que ça marche, on va lancer ce rotor. Et on va le lancer avec un petit moteur qui est là. Je ne sais pas si vous le voyez. Est-ce qu'il est dans le champ de la caméra? Non, il n'est pas. Je vais vous montrer. Voilà. Donc ici il y a un moteur. Et puis un bouton en bas, on tourne le bouton et puis on fait tourner ce moteur. Vous voyez que ce moteur a tendance à tourner dans ce sens-là, donc il va être capable d'entraîner, avec la courroie qui est là, il va être capable d'entraîner le rotor dans ce sens-là. Ce qui n'est pas le sens actuel du champ tournant. Hein, si je le ralentis, lui, sans
Donc quand ça frotte là avec les doigts, si on fait trop fort, on se brûle. Hein. Ça crée un échauffement. Voilà. Donc là c'est pas le bon sens de rotation, donc je vais repermuter mes deux fils pour avoir le même sens, le sens de rotation de ce moteur là. Voilà, le sens de rotation est bon maintenant. Alors ce que je vais faire maintenant, je vais mettre le rotor à aimant permanent qui ne démarre pas, mais cette fois je vais le lancer en le mettant, en le entraînant par le petit moteur avec cette courroie. Alors, je vais changer le cadrage pour que vous puissiez voir tout ça. Voilà, donc cette fois je vous ai mis ça en place. Vous avez le moteur ici qui avec la courroie entraîne celui-là. Voilà, je crois qu'on a même une petite plaque pour tendre la courroie, mais bon, on va pas en avoir trop besoin, on va tendre à la main, ça suffira. Voilà, comme ça. Et donc, pour le moment, j'ai mis hors tension, donc je vais remettre sous tension le triphasé, là, derrière. Voilà. Et on a le rotor qui vibre, là, et je vais augmenter la vitesse de rotation. Alors, afin que vous puissiez voir la vitesse de rotation, le moteur, je règle le bouton, c'est pas très intéressant, je vais le cadrer comme ça. Voilà, vous avez la vitesse de rotation, on va zoomer un peu, que vous voyez bien. Voilà. Donc actuellement je suis à 1100 tours minute, et en fait pour que c'est une chance d'accrocher le champ tournant qui tourne à 3000 tours minute, eh bien il faut que j'accélère. Donc on va accélérer. Et vous allez entendre à l'oreille, quand on se rapproche des 3000 tours minute, voilà, vous avez le moteur qui vient d'accrocher le champ tournant, on peut dire. Alors, pour le moment, on sait encore pas trop qui entraîne quoi. Voilà, je remonte un tout petit peu le courant pour que ça accroche bien, mais bon, à la limite, c'est peut-être pas trop la peine. Alors, ce que je vais faire maintenant, eh bien, pour vous montrer que le moteur, là, il tourne de lui-même, je vais détendre la courroie. Voilà. Et je peux carrément l'enlever. Donc, cette fois, c'est clair, le moteur, là, il tourne tout seul de lui-même, assez vite. Et là, on va voir s'il y a moyen de le ralentir un peu. Alors je regarde, vous voyez, je frotte, et le moteur fait toujours le même bruit, ou presque, et il tourne toujours à la même vitesse. Alors la vitesse c'est 3000 tours minute, c'est la vitesse de synchronisme ou la vitesse du champ tournant, c'est-à-dire 50 tours par seconde actuellement. Voilà. Alors quand je le secoue un peu, quand je lâche, vous voyez, il fait rond, 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 il fait des oscillations. Voilà, c'est qu'il est en train de faire des oscillations autour du champ tournant. Comme l'aiguille de boussole que vous verrez en TD, fait des oscillations dans le champ. Mais on le voit pas parce que le champ tournant tourne et le rotor tourne, donc on l'entend juste à l'oreille. Voilà. Maintenant je vais vous montrer que si je viens frotter très très fort, quand je demande du couple, en fait, il y a le rotor qui se décale et qui devient, qui se désaxe par rapport au champ magnétique. Et si je viens le serrer trop fort, ce que je vais faire là, et bien voilà, il vient de décrocher, il a pris tellement de retard par rapport au champ magnétique que le rotor décroche. Et là, il redémarre pas. Voilà, il est dans la situation qu'on avait initialement, du rotor qui démarre pas. Donc si on veut lui faire accrocher le champ tournant, eh bien il va falloir remettre la courroie et relancer ce moteur. Voilà, il est lancé. Et de nouveau accrocher le champ tournant. Voilà, donc ce moteur en fait c'est une catastrophe en l'état puisque en fait il démarre pas. Voilà, donc il n'est pas utilisé comme ça. Mais il a quand même son importance, donc je vais vous expliquer pourquoi. Donc qu'est-ce que je vais faire maintenant? Donc la réponse, la question c'est que ce moteur ne sait pas ralentir sans s'arrêter. Dès en fait, soit il tourne à la vitesse du champ tournant, soit il tourne pas. C'est tout. Et ensuite, je vais vous montrer en quoi ce moteur peut devenir très intéressant. Donc ce moteur, en fait, il est assez répandu, faut pas croire, mais il n'existe jamais à l'état seul, comme ça. Il est en général équipé ce qu'on appelle un dispositif électronique, qu'on va appeler un variateur de fréquence. Et ce variateur de fréquence, c'est lui qui va gérer le courant dans les bobines qui sont là. Et la technique de gestion qu'il va avoir, donc il est électronique, il maîtrise tout, il maîtrise les 3 courants comme il veut dans les bobines. Et qu'est-ce qu'il va faire, ce variateur-là? Eh bien, si jamais vous avez, je sais pas moi, le pôle sud qui est là, et le pôle nord qui est là, voilà,
eh bien lui, il va envoyer un champ magnétique, il va s'arranger pour doser le courant dans les 3 bobines, et notamment s'arranger surtout pour mettre du courant sur cette bobine pour que celle-ci devienne pôle nord. Puis mettons les deux ici pôle sud, ce qui fait que ça va créer un champ magnétique qui est dans cette direction, et qui va être perpendiculaire à l'axe magnétique du rotor, qui est comme ça. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça devient pôle nord, ça c'est pôle sud, et bien le rotor, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, le pôle nord attire le pôle sud, donc ça crée un couple comme ça, et ce couple est maximum justement quand l'axe magnétique, enfin l'axe du champ magnétique est perpendiculaire à l'axe magnétique du rotor. Donc ce qu'il va faire, le variateur électronique, il va s'arranger pour que la direction du champ magnétique soit toujours perpendiculaire à l'axe magnétique du rotor. C'est-à-dire que si le rotor, qui est attiré par le pôle nord, qui est ici, il tourne un petit peu comme ça, le pôle sud se rapproche, et bien automatiquement, le variateur électronique va le savoir, c'est un capteur de position, et il va s'arranger pour mettre un peu moins de courant dans cette bobine, un peu plus dans celle-ci, pour que la direction du champ magnétique, au lieu d'être pleinement dirigée vers cette bobine-là, il commence à être dirigé un petit peu comme ça. Et en fait, au fur et à mesure que le rotor va tourner, lui, il va accompagner la rotation du champ magnétique, il va s'arranger pour que les 3 bobines stator créent un champ magnétique qui est toujours à la perpendiculaire de l'axe magnétique du rotor. Voilà. Et c'est comme ça que ce moteur, équipé de son électronique cette fois, pourra démarrer tout seul. On pourra même très bien contrôler le couple, il suffira de doser l'intensité du champ magnétique, et l'électronique qui gère le courant dans les 3 bobines pourra faire ça. Et au fur et à mesure que le rotor va accélérer, eh bien le champ magnétique va tourner de plus en plus vite, c'est-à-dire la fréquence des sinusoïdes dans les bobines va augmenter au fur et à mesure que le moteur accélère. C'est pour ça que ce dispositif électronique, on appelle ça un variateur de fréquence. Voilà. Et ce type de moteur équipé d'un variateur de fréquence ou d'une électronique, ça porte un nom, et vous en avez peut-être entendu parler dans vos entreprises respectives, c'est ce qu'on appelle des moteurs brushless. Alors brushless, ça veut dire parce qu'il n'y a pas de balai, comme il y avait dans le moteur à courant continu. Celui-ci pourrait s'appeler aussi moteur brushless, parce qu'il n'y avait pas de balai, mais en fait celui-là, non, il s'appelle moteur à induction, ou moteur asynchrone, avec ce rotor-là. Et avec ce rotor-là, plus de l'électronique, eh bien, ça s'appelle un moteur brushless. Et ça, c'est très répandu. Parce que c'est des moteurs qui sont très performants, qui ont des puissances massiques énormes, qui font les records de puissance massique, qui arrivent à être très très compétitifs. Voilà, pour information, qu'est-ce qu'on a? Moi je vais parler de moteurs de machines à laver. Ah non. Oui. Non, je vais peut-être dire une bêtise. Je crois que c'est dans les machines à laver haut de gamme, qui font peu de bruit, ce sont des moteurs dits à induction, donc des moteurs asynchrones qu'il y a maintenant, avec un variateur de fréquence, parce que le moteur asynchrone aussi, il peut avoir un variateur de fréquence, ce qui lui permet de faire varier sa vitesse aussi, vraiment dans tous les sens et de toutes les vitesses. Non, alors par exemple, typiquement, j'en ai pas ici, mais je vous montrerai dans une vidéo ultérieure, dans les petits ventilateurs de PC ou de choses comme ça, sont des moteurs brushless. Voilà. Et puis les moteurs de, je sais pas, trottinette électrique, vélo électrique, des choses comme ça, sont des moteurs brushless. Et les moteurs de voitures électriques, pour la plupart, sont des moteurs brushless comme ça, sauf que l'électronique, alors on dit que c'est moteur brushless quand l'électronique est vraiment intégrée dans le boîtier du moteur. Et dans le cas des voitures électriques, en fait, le moteur, c'est un moteur synchrone à aimant permanent, on dit un aimant permanent ici. Et il y a un dispositif électronique, un variateur de fréquence aussi, qu'on appelle aussi un onduleur, qui alimente ce moteur triphasé, donc moteur synchrone à aimant permanent. Voilà. Et alors, une autre variante de ce type de moteur qui est possible, c'est de remplacer le rotor ici, non pas par un aimant, mais par un électroaimant. Comme ça. Voilà. Et quand on a ça, on obtient un moteur, alors électroaimant, alimenté avec du courant continu. C'est-à-dire le courant tourne toujours dans le même sens des spires. Enfin, voilà. Il tourne avec les spires, le courant, mais les spires vu des spires, c'est toujours parcouru dans le même sens, le courant. Donc en fait, on alimente par là. Et on pourrait le faire tourner, il suffit d'alimenter ici, et puis il faudrait le démarrer, enfin il y aurait tous les problèmes, et ça fonctionnerait. Et ça, c'est ce qu'on appelle un moteur synchrone à excitation séparée. Voilà. Et ce moteur synchrone à excitation séparée, c'est ce qu'il y a dans les moteurs des eaux électriques de Renault aussi. Donc eux, ils ont fait le choix plutôt d'alimenter le rotor et d'avoir des balais. Voilà. Et alors c'est un choix qu'ils ont fait, Renault. Mais la plupart des autres constructeurs, ils mettent des aimants permanents. Alors on pourra discuter de ce choix. En gros, le moteur à aimant permanent, c'est-à-dire celui-là, si je mets celui-là, il va être plus performant aux petites vitesses. Il aura un meilleur rendement aux petites vitesses, parce que celui-là fera fournir du courant dans les bobinages, là.
et l'énergie qu'on met dans ces bobinages en faisant passer du courant, ben, elle est en pure perte. Par contre, quand le moteur prend beaucoup de vitesse, ben, en fait on réduit le courant dans ce bobinage. On a besoin de faire ça pour que le moteur aille plus vite. Et là, c'est le moteur de la Zoé qui devient plus performant. Voilà. Donc ce moteur-là sera plus performant à haute vitesse et celui-là à plus basse vitesse. Après, tout dépend pourquoi est fait la voiture électrique, par exemple. En général, voilà, c'est fait pour faire de la ville et pas rouler très vite, donc je pense que c'est pour ça qu'ils mettent plutôt des aimants permanents. Voilà. Je voulais vous dire aussi 2-3 petits trucs. Ce moteur-là, qui est un moteur asynchrone, ça c'est le moteur qu'on a dans les tramways de Lyon. Voilà. Les moteurs à courant continu, les tout premiers qu'on a fait, c'est les moteurs qu'on a dans les vieux métros de Lyon, c'est-à-dire celui qui passe ici à l'IUT sur le coup à Misola en dessous. Il fonctionne avec des machines à courant continu. Et les TGV, eh bien il y a tout eu pour les TGV. Il y a des TGV qui ont fonctionné, les premiers ont fonctionné avec des machines à courant continu, parce qu'on ne savait pas faire à l'époque facilement l'électronique qui fait varier la fréquence, voire on ne savait pas le faire du tout. Les fameux onduleurs, on ne savait pas faire. Et puis il y a une génération de TGV qui a fonctionné avec ce rotor-là et des onduleurs, le TGV Transmanche notamment. Et puis les TGV modernes, ils sont faits avec des moteurs brushless. Voilà. Qui privilégient, pourtant c'est fait pour aller vite, mais ils préfèrent mettre ça maintenant, je crois, sur les TGV. Mais entre les moteurs asynchrones et les moteurs asynchrones ou moteurs à aimant, synchrone à aimant permanent, pour la traction électrique, des fois, c'est soit l'un soit l'autre. Voilà. Enfin, dans les voitures électriques, ça sera du synchrone. Voilà, parce que comme il a un meilleur rendement, le synchrone, que l'asynchrone qui fait des pertes par glissement, je le dis quand il tourne moins vite que le champ, ça fait des pertes. Eh bien, pour les voitures électriques, le rendement du moteur, c'est fondamental, parce que en fait, ça aide à une meilleure autonomie de la voiture. Et pour avoir de l'autonomie, soit on met beaucoup de batteries qui sont lourdes et qui coûtent extrêmement cher, soit on vise le moteur qui a le meilleur rendement possible. Voilà. Et donc dans les voitures électriques, c'est que du synchrone. Je connais pas de voitures électriques avec des asynchrones, si peut-être des Tesla aussi, il faut voir. Ouais, faut voir. Enfin bon, le synchrone et l'asynchrone, ils sont en concurrence souvent. Ils se concurrencent pas mal. Le synchrone, voilà, que dire dessus? Donc c'est des moteurs concurrents. L'asynchrone a un gros avantage par rapport au synchrone, c'est que en démarrage direct sur le secteur, il démarre tout seul. Il n'a pas besoin d'électronique. Donc des fois ça peut être un plus. Par exemple, je sais pas, chez moi j'ai des ventilateurs. Eh bien les ventilateurs marchent avec des moteurs asynchrones. Voilà, comme ça il n'y a pas besoin de mettre d'électronique et voilà, et ça démarre tout seul. Et le rendement sur un ventilateur c'est pas très important. Ça consomme pas beaucoup et les énergies mises en jeu sont très faibles. Voilà. Alors, il y avait quand même une dernière partie à faire. Ah oui, non, il y a plusieurs parties à faire encore. Il y a 2-3 choses. Donc ça, on a vu le moteur synchrone à excitation séparée. Et maintenant, cette même machine qu'on va utiliser en générateur. Alors, en générateur, eh bien, ça va être ce qu'on appelle un alternateur triphasé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va faire dans l'alternateur triphasé? Ben, au lieu d'alimenter les bobines stator qui sont là, eh bien, elles vont devenir générateurs. Ces bobines, et nous qu'est-ce qu'on va faire? On va faire tourner un aimant à proximité de ces bobines, c'est-à-dire on va faire tourner le rotor, et pour que le rotor ça soit un aimant, eh bien on va prendre ces bobines là et faire passer un courant continu dedans pour qu'elles se transforment en électroaimant, et donc ça reviendra à faire tourner un aimant autour de ces 3 bobines, et ça va faire un alternateur triphasé. Voilà. Ils sont souvent comme ça. On peut faire un alternateur triphasé en faisant tourner, non pas un électroaimant, mais un aimant permanent comme ça. Et ça revient en gros à ce que j'avais fait dans les manips sur l'induction quand on faisait tourner le petit aimant vert à côté d'une bobine. Voilà, ça c'est l'équivalent du petit aimant vert, et ça c'est les bobines. Voilà. Donc je vais faire le câblage pour l'alternateur triphasé, puis on va regarder ce que ça a produit comme tension. Voilà, on va faire une petite pause parce qu'il faut que je recharge l'appareil photo.